Smart et Réglo, notre rubrique juridique dans Smart Job, et c'est important, on parle des obligations d'information à l'embauche dans le contrat de travail. Alors ce sont des choses extrêmement fines et on en parle avec Justine Corré. Vous êtes avocate en droit social, Justine, au cabinet Ayache, et vous allez nous éclairer sur un sujet qui est quand même très pointu et passionnant. Directive européenne 2019, appliquée depuis 2022, qui modifie ces obligations d'information. Qu'est-ce que les directives ou la directive européenne a apporté de nouveau ? Alors, la directive européenne, elle est datée du 20 juin 2019 et elle prévoyait à l'origine d'élargir un certain nombre d'informations qui existaient déjà, que l'employeur devait déjà fournir aux salariés. Elle est venue élargir le socle de ces informations dans un souci de transparence de la relation de travail, dans un souci de permettre aux salariés de connaître les conséquences prévisibles de la relation de travail. Et elle a listé une quinzaine d'obligations. En plus de ce qui existe déjà. Exactement. D'accord. Et elle a listé une quinzaine d'informations que l'employeur devait communiquer à son salarié de manière individuelle, écrite, dès le début du contrat de travail. Alors, essayons, parce que 15, c'est évidemment très long. Oui. Peut-être qu'on peut les ranger par catégorie. Alors, quelles sont les obligations nouvelles que l'employeur doit transmettre d'un point de vue concret ? Il doit lui indiquer quoi ? Des éléments RSE, des éléments de QVT ? C'est quoi les éléments ? Alors, au terme de la directive d'abord, et après je vous expliquerai sur la loi du 9 mars dernier, au terme de la directive, les informations en question étaient classées un peu en deux postes, les informations essentielles et les informations non essentielles. Dans les informations essentielles, de manière très classique, on a la période d'essai, durée de la période d'essai, renouvellement, etc. Normal. La durée du travail, informations qui figurent déjà dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye parfois également. Rémunération, fixe, variable, ça c'est ce type d'informations essentielles. Je ne vais pas rentrer dans un catalogue fastidieux, mais c'était ce type d'informations. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. Après, des informations non essentielles qui ont été élargies et qui peuvent prêter aussi à questionnement, puisqu'on ne sait pas bien ce que ça recouvre. Typiquement, la directive imposait à l'employeur de donner des informations... Impose, mais comme la loi est revenue derrière... La fameuse loi du 9 mars, exactement. Qui a un peu retravaillé. Vous avez raison, impose toujours. Parce qu'il y a la question du débat, c'est qu'est-ce qui s'applique ? Est-ce que c'est la directive ou la loi ? Ça s'applique, et ça s'applique en plus depuis le 1er août 2022. Mais une information type procédure complète en cas de cessation du contrat de travail. Qu'est-ce que ça veut dire procédure complète en cas de cessation du contrat de travail ? On peut faire 15 pages, on peut faire un paragraphe. Donc, c'est des obligations qui pouvaient un peu interpeller. Et puis, la loi est venue transposer cette directive celle du 9 mars. Voilà, celle du 9 mars, dans le Code du travail français, en intégrant un nouvel article et en transposant cette obligation d'information, sans lister pour le moment les informations. Les fameuses 15 nouvelles... Voilà. Et elle renvoie à un décret le soin de le faire. Maintenant, on se doute bien que le décret va évidemment reprendre les informations érigées au rang européen. Moi, ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est l'esprit de cette directive. Et l'esprit, c'était quoi ? De protéger le salarié, de lui donner plus de droits, de recréer une relation plus équilibrée avec l'employeur. C'était quoi l'esprit de la directive ? L'esprit de la directive, c'était de renforcer la transparence dans la relation de travail et de permettre aux salariés de connaître les enjeux de sa relation de travail. La directive, d'ailleurs, parlait des conditions de transparence et de prévisibilité de la relation de travail. Donc, c'était un peu l'esprit de cette directive-là. L'idée n'est pas du tout de créer un nouveau carcan d'obligations contractuelles ou un nouvel échange de consentement. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une information dans un but de transparence. Mais la loi du 9 mars, donc j'imagine qu'elle fait un peu Givaro, elle réduit un peu tout ça dans un article dont il faudra d'ailleurs attendre les décrets. Les avocats les attendent, j'imagine. Exactement. Ça change quoi pour vous concrètement par rapport à votre relation avec les employeurs ? Alors, à ce stade, ce que ça change, c'est qu'on assiste nos clients pour les aider à processer cette obligation. C'est exactement ça. Parce que dans un groupe de 2000 personnes, le flux d'informations va être colossal. Et évidemment, il faut processer et arriver à trouver le bon support, le bon niveau de détail pour éviter les écueils que peuvent présenter cette nouvelle obligation. Dans les 15 d'obligations directives qui ont été un peu réduites, il y avait quoi d'autre ? Quels sont les éléments de transparence que l'Europe exige de l'employeur ? Alors, il y avait également, mais ça aussi, c'était déjà existant, mais non formalisé, mais d'informer le salarié sur toutes les conventions collectives et les accords collectifs applicables. Donc, là aussi,
quelque part, c'est évident. Auparavant, les employeurs souvent les mettent sur l'intranet pour que les salariés en aient connaissance. Personne ne les lit. Personne ne les lit. On est d'accord. Et là, on a vraiment une obligation individuelle. Il faut que l'employeur garde une trace de cette remise individuelle pour montrer qu'il a rempli son obligation. Donc, bien faire connaître toutes les avancées dans tous les domaines qui ont été validés au CSE et dans les accords qui ont pu être signés avec les partenaires sociaux. C'est plus... sans rentrer dans le détail, c'est plus donner le catalogue de ce qui est applicable au niveau collectif pour chaque salarié. Donc, ce sont ses droits. Il bénéficie de ces droits-là précis. Oui. Parce qu'en général, quand on rentre dans une entreprise, dans des très grands groupes, en tout cas, on ne sait pas du tout et on est perdu. Donc, ça permet effectivement une meilleure connaissance et information. Absolument. Et c'est le but de la loi. Vous, là, aujourd'hui, loi du 9 mars, le décret n'est pas sorti. Non. Donc, il y a des gens qui planchent là depuis quelques semaines maintenant. Il va quand même transformer aussi, vous, parce que c'est vous qui allez processer tout ça. C'est un petit travail quand même pour les avocats là. Oui, c'est un travail. On assiste nos clients et on essaye de trouver le meilleur support au regard et de la taille de l'entreprise et de leurs modalités de fonctionnement. Donc oui, c'est un travail de l'avocat. Justine Corré, une dernière question. S'ils ne respectent pas ces obligations, parce que la directive s'applique toujours, celle depuis août, vous l'évoquiez, en attendant la directive, concrètement, les employeurs qui ne l'appliquent pas, est-ce qu'un salarié d'ailleurs est bien au courant de ses droits sur ce sujet? Parce qu'il faut bien pour qu'il y ait recours, il faut que le salarié soit informé qu'il ne l'a pas fait. Alors, le salarié sera au courant de ses droits typiquement via ce genre d'émission. Mais, donc il peut faire recours s'il n'a pas eu accès à ces documents? Non, il n'y a pas de sanction immédiate et directe de cette obligation. Et heureusement, parce que ce n'est pas du tout l'essence de la loi. La loi a prévu un garde-fou qui est celui de la mise en demeure, c'est-à-dire qu'un salarié, avant de pouvoir contraindre son employeur défaillant, va devoir le mettre en demeure de s'exécuter devant une juridiction. Et c'est que si... pas devant une juridiction, excusez-moi, va devoir mettre en demeure son employeur de s'exécuter, et c'est que si la mise en demeure est infructueuse qu'il pourra aller devant les juges pour contraindre son employeur. Vous reconnaîtrez avec moi, Justine, que quand on est dans une négociation de candidat à employeur et qu'on est dans l'embauche, évidemment, on démarre assez rarement par une mise en demeure de son employeur. Enfin, je ne sais pas. Évidemment, c'est malvenu. C'est malvenu. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi un salarié mettrait soudain son employeur en demeure. Enfin, ce risque existe. C'est vrai, mais en même temps, ça aurait été compliqué pour le législateur de prévoir une sanction immédiate, une amende ou quelque chose comme ça qui n'était pas conforme à l'esprit de la loi. Oui, puis qu'il y a un côté quand même, excusez-moi, mais un peu absurde dans l'idée que lorsqu'on veut rentrer dans une entreprise, on ne la met pas en demeure. Absolument. Encore que tout est possible. Les avocats voient tout, voient tellement de choses. Merci Justine Corré, avocate en droit social cabinet AIH, sur ces obligations. Alors pour être concret, c'est toujours la directive qui s'applique, celle d'août 2022. Alors la directive, oui, s'applique parce que la France n'avait pas transposé dans le délai. Un grand classique. Effectivement, depuis le 1er août 2022, d'un point de vue strictement juridique, elle s'applique. Et la loi, de toute façon, la transpose. Donc maintenant, il n'y aura plus de débat sur le sujet. Et vous attendez tremblant, vous les avocats, ces fameux décrets d'application des lois que parfois on peut attendre des années. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser à la reconversion. Alors, le sujet, on en parle depuis des années, évidemment. La crise Covid a accéléré ce désir de reconversion. Et puis, c'est un sujet politique parce que dans la réforme des retraites et dans la négociation avec Elisabeth Borne, si elle a lieu la semaine prochaine avec les syndicalistes, eh bien, il est question de parler de pénibilité et de reconversion. Qu'est-ce que c'est et pourquoi les salariés aujourd'hui ont ce désir de se reconvertir? On en parle avec des experts de ce sujet. C'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job, juste après la pause.